Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Algérie, Mali, Mauritanie, écoutez attentivement cette vidéo. Que tous les Africains écoutent cette vidéo s'il vous plaît. Et partagez massivement à tous les Maliens et à tous les Mauritaniens, à tous les Algériens que vous connaissez. Écoutez attentivement la vidéo là. Vous allez comprendre tous les problèmes qui existent actuellement entre le Mali et la Mauritanie et le Mali et l'Algérie. C'est très important. Suivez la vidéo. Écoutez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mettez la vidéo en favori si vous n'avez pas le temps pour la réécouter après. C'est très important. Écoutez. Et likez la vidéo aussi. Il y a des ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les trois frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Et là, vous voyez que nous sommes en plein dans le nord du Mali et c'est extrêmement important. Ce qui est aussi très important pour le pétrole et pour le gaz, c'est la possibilité d'avoir des voies de sortie. Par où on va le faire sortir? Eh bien, si on fait du gaz et du pétrole, le plus simple pour les sortir du Mali, c'est de passer par l'Algérie. Donc là, vous avez peut-être des clés de lecture par rapport à d'autres situations. En tout cas, ce qui est trouvé en pétrole et gaz est très important. Et il est assez surprenant de n'en entendre pratiquement jamais parler, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. Pour répondre à la question sur les potentialités en matière de pétrole, donc 2,5 milliards de barils de pétrole de réserve et en matière de gaz à peu près 420 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas négligeable du tout sur la partie malienne, puisqu'il y aura la partie algérienne et la partie mauritanienne. Donc ça donne là quand même un ensemble très important et cela explique qu'il faille, si on est intéressé par la région, qu'il faille s'entendre aussi avec l'Algérie, mais s'entendre également avec la Mauritanie. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin.
Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. En mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. But as we move to a train and advise mission in Afghanistan, our reduced presence there allows us to more effectively address emerging threats in the Middle East and North Africa. So earlier this year, I asked my national security team to develop a plan for a network of partnerships from South Asia to the Sahel. « 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine, car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine, que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas, à proprement parler, obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Et ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses
dorment aujourd'hui sous le sable. Richesse minière, richesse pétrolière. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Donc, c'est un acte de foi en l'avenir de l'ensemble de l'Union française, mais c'est aussi un acte de solidarité qui nous a guidés dans l'organisation commune des régions sahariennes. Quelles sont les attributions de l'OCRS? L'organisation commune des régions sahariennes doit d'abord faire l'inventaire des résultats déjà acquis. Ensuite, établir les programmes des ensembles industriels, miniers, hydrauliques, et partir de ces bases pour engager, en vue de leur financement, des discussions avec les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, les organismes privés. Les populations locales seront-elles associées au fonctionnement de l'organisation commune? On ne peut assurer le bonheur des peuples sans le concours actif de ces peuples à la recherche de ce bonheur. Aussi, nous avons estimé indispensable l'association des populations sahariennes à l'organisation de la région commune du Sahara. En effet, la haute commission qui jouerait un rôle capital dans notre organisation sera composée, comme vous le savez, par moitié de représentants des organisations métropolitaines et par moitié des représentants des régions sahariennes. C'est la haute commission qui sera chargée d'élaborer le programme d'action. Donc, non seulement les représentants des populations sahariennes seront associés à l'établissement des programmes, mais participeront de façon active à la répartition des richesses. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre.